est-ce que les associations arrivent à donner un contenu politique à leurs propositions? Et est-ce que ces associations arrivent vraiment à influencer la décision politique? Donc cet échange, cette heure et demie que nous allons passer ensemble va nous permettre notamment de voir la mise en œuvre, la mise en place de coalitions d'associations qui intègrent bien souvent une pluralité d'acteurs, parfois des professionnels du plaidoyer, des bénévoles, mais aussi parfois des personnes en situation précaire. Donc notre webinaire ce soir va s'organiser autour de deux grands axes. Tout d'abord au niveau national, parce que le plaidoyer est devenu un domaine d'intervention privilégié, nous donnerons la parole à Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre et à Nicolas Duvaux qui est sociologue. Et ensuite, nous verrons plus au niveau local la manière dont les acteurs associatifs se mobilisent également pour influencer les politiques de lutte contre la pauvreté. Et là, on donnera la parole à Lydie Carlouillot, qui est responsable de la délégation du Secours catholique à Toulouse, qui va amorcer un dialogue avec un sociologue, Arnaud Trenta, qui a travaillé sur les mouvements sociaux en France, mais aussi en Amérique latine. Donc, pour ce troisième webinaire, nous allons rester fidèles à notre méthode. Donc, dans un premier temps, donc, des échanges, un échange entre un acteur de terrain et un universitaire. Et ensuite, alors je vous assure, il y aura une bonne demi-heure pour le jeu des questions-réponses. Donc, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. On va donner la parole à Christophe Robert, qui est donc délégué de la Fondation Abbé Pierre, mais qui est aussi le porte-parole d'un collectif d'associations de lutte contre le mal-logement. L'idée, c'est peut-être de partir d'un exemple, d'un cas concret pour en tirer des leçons, de voir s'il y a des leviers qui marchent mieux ou des obstacles récurrents. Et donc, Christophe Robert et Nicolas, on leur accorde 10-15 minutes pour nous mettre en appétit. À toi, Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je trouve que le sujet est très intéressant. Il a rarement été débattu sous cette forme-là, donc je trouve que c'est un moment intéressant de pouvoir discuter avec vous. Peut-être préalablement dire par rapport au sujet que le fait de se réunir en collectif, comme le collectif des associations unies sur la politique du logement, de l'hébergement, qui réunit maintenant 38 grosses organisations de lutte contre l'exclusion, ou le collectif Alerte, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, de lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion, ou plus récemment le pacte du pouvoir de vivre, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, qui a été créé il y a un an avec des associations environnementales, des associations de lutte contre l'exclusion, mais aussi des syndicats. Bien sûr, ces trois collectifs, par exemple, ont pour objectif de gagner des batailles politiques. Hein, ça n'est pas un gros mot. Et de pouvoir faire que les questions traitées par ces différents collectifs puissent avancer, que des décisions soient prises qui soient plus protectrices ou plus respectueuses de la question écologique ou de la démocratie. Mais avant d'entrer dans le vif, peut-être aussi avec un épisode, celui que nous venons de vivre à l'occasion du premier confinement, dire que des collectifs comme ceux-ci ne se limitent pas à la question de pouvoir gagner des batailles à un instant T. Il y a aussi un objectif de sensibilisation de l'opinion, peut-être plus sur le long terme, de faire évoluer un certain nombre de représentations sociales, donc contribuer aussi à la transformation sociale, par exemple pour le collectif Alerte, dans un sens qui soit plus solidaire dans le choix des politiques publiques. Aussi de rendre visible, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas des batailles qu'il n'est pas nécessaire de rendre visible ce qui est parfois invisible ou que certains voudraient maintenir invisible, donner la parole aux sans-voix ou porter une partie de leur parole. C'est aussi un objectif en soi, indépendamment même de la victoire politique, même si nous souhaitons tous aboutir avec ces actions collectives. Dire aussi que ces collectifs, en tout cas ces trois auxquels je fais référence, il y a des batailles qui sont menées, médiatiques, des batailles dans la rue, il y a des batailles politiques au sens visible dans l'espace public, mais il y a aussi tout un travail avec les politiques publiques, locales ou nationales, qui se fait pour, par exemple, faire remonter les besoins et faire évoluer un certain nombre de dispositifs de politique publique ou de législation ou de réponses. Bon, donc, dire que tout ceci, c'est déjà extrêmement riche. Et j'ajouterai un dernier point, c'est l'acculturation entre des organisations qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même histoire,
parfois même le décloisonnement. Quand on parle du pacte du pouvoir de vivre, faire se rassembler des associations écologistes avec des associations de lutte contre l'exclusion, en soi, c'est déjà sortir de ce que nous sommes chacun, sortir de sa spécialité pour embrasser les problématiques de manière plus systémique, plus globale, sachant que les questions sont compliquées, elles sont systémiques, elles sont globales. Par exemple, la question sociale, la question écologique sont étroitement liées. Donc, en soi, se rassembler ensemble, travailler ensemble, c'est déjà un premier résultat au-delà des victoires politiques. Peut-être prendre un exemple, comme Benoît Guillou le proposait, c'est ce qui s'est passé dès mars, au moment du premier confinement. Vous savez qu'à cette occasion-là, beaucoup de réponses sociales ont réduit leur voilure, par définition, parce que des personnes devaient se protéger, parce que des salariés ne pouvaient pas, des bénévoles ne pouvaient pas intervenir avec la même présence que tout au long de l'année, et il fallait aussi protéger un certain nombre de personnes. Bref, de ce fait-là, des personnes en situation d'exclusion se trouvaient dans une situation très, très critique, notamment sur la question alimentaire. Quand on reprend cette séquence un tout petit peu avec le recul maintenant que nous avons, on va dire de la séquence de mars à juin, ça a été, moi je l'ai qualifié dans le malheur que constitue cette crise sanitaire et ses conséquences, une sorte de parenthèse heureuse. C'est-à-dire que, au fond, le travail qui a été mené, par exemple le collectif des associations unies sur la question de l'hébergement et du logement, a rendu possible des choses que nous n'arrivions pas à obtenir autrefois. En tout cas les mois d'avant ou les années d'avant. Pourquoi? Parce qu'à un moment, les pouvoirs publics se sont dit « énorme risque sanitaire, danger pour un certain nombre de publics, potentielle catastrophe, seul on ne va pas y arriver ». Donc on avait par exemple toutes les semaines des réunions avec les ministres, toutes les semaines, parfois 2 par semaine, et nous faisions remonter via ce collectif tout ce que nous pouvions observer localement de situations parmi les plus dures. Donc, nos habitudes de travail en collectif, la capacité et la réactivité de ce secteur associatif au plus près des personnes en situation de souffrance, nos habitudes de travail, la diversité des associations qui, pour les unes, travaillent auprès des habitants des bidonvilles, pour les autres sont auprès des mal logés victimes de l'habitat indigne, pour les autres dans l'hébergement d'urgence, etc., nous ont permis, dans un temps très rapide, de faire remonter ces besoins et de faire prendre un certain nombre de décisions plus protectrices que ce que nous avions auparavant. Quelques exemples. On a pu mobiliser sur la base de ce que faisaient les associations en disant il faut de l'agilité pour que les gens puissent s'alimenter ou acheter des produits de première nécessité, de développer des tickets services qui donnent une autonomie plus grande aux personnes, parce que c'est un chèque, et on peut acheter à manger, on peut acheter du lait pour les bébés, on peut acheter des couches. Donc on a pu provoquer la distribution massive de tickets services dans des temps assez rapides. Nous avons, par exemple, ça fait des années qu'on demandait des points d'eau dans les bidonvilles, le minimum. Nous ne l'obtenions pas. À ce jour, pendant ce printemps-là, on a pu faire que des points d'eau soient acheminés vers des bidonvilles. Vous allez me dire, c'est peu de choses. Mais quand on se bat pour avoir des points d'eau et qu'on les obtient à un moment, on se dit, bon, il y a des points d'eau. On pourrait évoquer quelque chose qui nous tient à cœur à la Fondation Abbé Pierre. Vous savez, l'Abbé Pierre avait obtenu en 1956 la trêve des expulsions locatives pendant la période hivernale, qui est un petit peu de répit pour les ménages menacés d'expulsion. Cette trêve, elle était jusqu'au 15 mars historiquement, elle a été prolongée il y a 4 ans jusqu'au 31 mars, définitivement par la loi, mais on n'avait jamais réussi à la faire prolonger. Et bien là, elle a été prolongée jusqu'au début juillet pour protéger. Donc on sera dans une année record, si on reprend les 10 dernières années, en termes de baisse d'expulsion locative dans l'année qui vient de s'écouler depuis la dernière trêve. Puis des aides, par exemple, exceptionnelles, à 2 reprises, pour les ménages les plus fragiles, pour les étudiants pauvres, pour... bon, vous connaissez ces aides qui ont été adoptées par le gouvernement. Donc, une utilité certaine qui provoque un certain nombre de réponses de politique publique. On pourrait faire la même démonstration au niveau local, mais le temps manque à ce stade. Néanmoins, force est de constater que, au-delà de ces réponses en urgence, suite à la remontée de ces urgences sociales via le secteur associatif, et aussi son affichage dans l'espace public pour dire « attention, il se passe ça, vous ne pouvez pas rester les bras ballants ». Force est de constater que, malgré le débat qu'il y a eu dans la société française, et plus largement d'ailleurs,
nous n'avons pas transformé l'essai. Ça, c'est un premier constat d'échec. Donc, il faut s'interroger. Quand je dis on n'a pas transformé l'essai, l'été dernier, les expulsions de squats de bidonvilles sont repris à une vitesse grand V comme avant le confinement. Donc, échec. Aujourd'hui, des milliers de personnes appellent le 115 pour trouver une solution le soir sur la tête et il n'y a pas de réponse à leur apporter 8 fois à 9 fois sur 10 dans les grandes villes en France. Le 115 est saturé, les hébergements d'urgence sont resaturés de nouveau, malgré l'ouverture de 30-35 000 places pendant le confinement, qui avait créé une sorte de parenthèse quelque peu heureuse, où franchement, il n'y avait plus beaucoup de monde qui appelait le 115 sans solution pendant le printemps, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Mais on est retombé dans nos travers. Retomber dans nos travers aussi sur les priorisations, sur les questions qu'on aurait pu imaginer vis-à-vis des métiers de première ligne, vis-à-vis de la question écologique, compilée à la question sociale. Donc, premier élément d'analyse que je soumets à échange, est-ce que c'est parce que c'était l'enjeu sanitaire que nous avons réussi à obtenir un certain nombre de victoires, et j'aurais pu en donner davantage d'exemples, ce qui voudrait dire que ce n'est pas la question sociale qui dominait l'action politique de ce moment-là, malgré que nous souhaiterions que ce soit le cas. C'est une hypothèse que je livre, je n'ai pas plus travaillé sur la question, mais en tout cas, c'est une hypothèse forte. Nous avons pu agir différemment pendant un temps, peut-être parce que c'était une peur sur la crise sanitaire et les personnes en situation d'exclusion pouvaient provoquer une accélération de la diffusion de la pandémie. Merci. Et puis, dernier point, juste pour dire, ce que nous n'arrivons pas à faire, et ça se rejoint, c'est d'avoir des réponses durables. Nous n'avons pas, dans ce temps-là, réussi à augmenter le RSA, à l'ouvrir aux jeunes de moins de 25 ans, à faire que dans le plan de relance, parmi les 100 milliards, il n'y ait pas juste 0,8% consacré aux plus pauvres, à faire augmenter la construction de logements sociaux dans ce plan de relance. Donc là aussi, c'est une hypothèse que je livre à mon camarade Nicolas Duvaux en disant est-ce que finalement c'était la crise sanitaire? Est-ce que le peu de place qu'occupent dans les débats autour du vote les plus pauvres d'entre nous font que malgré ce travail-là interassociatif, malgré la prise de parole de pauvres et de mal logés eux-mêmes, nous n'arrivions pas à obtenir des réponses plus structurantes? Et ça, c'est une question que je vous livre. Merci. Nicolas? Merci beaucoup Christophe et merci aux organisateurs pour m'avoir invité à échanger quelques réflexions avec vous. Donc je vais adresser l'interpellation de Christophe dans 2 minutes. Je voudrais juste faire un petit retour en arrière. Je crois que les sciences sociales, elles permettent quand même d'avoir un peu de profondeur sur historique et de mettre le présent en perspective. Et la première remarque que je voudrais faire, c'est qu'effectivement, il y a une vraie continuité, au moins depuis 30-40 ans, depuis qu'on a vu la crise issue de la transformation du chômage de masse dans la deuxième moitié des années 70. Ça fait 30 ou 40 ans que les associations ont vraiment un rôle fondamental. Et je veux dire, c'est un peu caricatural, mais il y a au moins 3 points sur lesquels les associations ont agi et ont vraiment transformé notre société. Le premier, c'est vraiment de décrire les failles de la protection sociale et de décrire les besoins non couverts, les situations attentatoires à la dignité. Je veux dire, dans les années 80, les personnes qui n'avaient plus d'emploi n'avaient pas de protection sociale. Il fallait inventer quelque chose. Ça a été le RMI. Aujourd'hui, les associations, elles sont en première ligne pour dire attention, il y a sur les jeunes, par exemple, ça rejoint ce que disait Christophe, il y a un angle mort de la protection sociale sur les jeunes, il faut ouvrir le RSA à 18 ans. Donc, elles décrivent, elles mettent l'accent sur les failles de la protection sociale. La deuxième chose qu'elles font, c'est qu'elles façonnent des institutions. Et ça, c'est vraiment, je crois qu'il faut avoir à l'esprit qu'on vit dans un monde qui est aujourd'hui la loi de lutte contre les exclusions de 98. Elle a été façonnée en partie par le secteur associatif, par sa capacité à se lier. Et donc, elle produit des choses, elle produit des institutions. Et dernier point, et évidemment, ça c'est un combat permanent. Et par exemple, le Secours catholique qui publie un rapport sur les dépenses contraintes, la difficulté de boucler son budget au moment même où des ministres disent qu'avec n'importe quel moyen, on peut bien manger si on s'y prend bien. Évidemment, ça contribue à une lutte pour les représentations qui est un combat permanent des associations, qui n'est jamais gagné, mais qui est toujours
qui est toujours à mener, qui est d'autant plus efficace qu'effectivement les associations se fédèrent autour de regroupements. Il y a Alerte, il y en a d'autres que Christophe a évoquées sur la question du logement et de l'hébergement et dans d'autres domaines. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on voit depuis 30 ou 40 ans et qui ont un effet extrêmement puissant, même si ce n'est pas toujours, comme le disait Christophe, jusqu'à transformer l'essai. Alors, une hypothèse, c'est effectivement que la peur est un mécanisme qui guide les décisions des gouvernants, parce qu'on a un précédent quand même très récent, c'est la crise des Gilets jaunes, à la suite de laquelle le gouvernement a distribué énormément d'argent sous la forme de la prime d'activité. Et donc, il y a bien des moments d'urgence, il y a bien des moments de crise. Le moment où les Don Quichotte avaient occupé l'espace public a été un autre moment transformateur avec la loi Dallot. Et donc, il y a bien des moments de crise et où les gouvernants se disent que finalement, il n'est pas possible de ne pas répondre à la question sociale sous les formes qui sont présentées. Et la difficulté qui se pose aujourd'hui, je crois, et c'est évidemment ce hiatus qu'on voit, ce décalage entre des réponses d'urgence, entre des réponses ponctuelles face à une crise sanitaire, parce que c'est ça le danger qui est perçu, et la réalité que connaissent les acteurs du secteur associatif, que vous connaissez parfaitement par vos actions de terrain, mais que les chercheurs ont aussi la capacité d'appréhender et d'anticiper à leur manière. C'est le caractère, on va dire, structurel et pérenne de la crise qui était déjà là avant, parce qu'il y avait des éléments de fragilisation des populations les plus modestes, des 10, 20%, 30% les plus fragiles de la société. Et la crise sanitaire va encore les frapper et les fragiliser. Et donc, la question, c'est bien d'arriver à construire des réponses sur la longue durée et qui ne disparaissent pas quand l'émotion, quand la crainte directe du jour même guide finalement les décisions. Et donc là, on a un problème qui est un problème collectif, je pense, qui se pose à toutes et tous, c'est d'arriver à construire un discours, à construire des représentations qui permettent de faire sauter un verrou qui est que finalement les prestations monétaires pour les personnes qui ne travaillent pas ne sont pas nuisibles à la société, à la moralité de celles et ceux qui les touchent et finalement à la reprise d'emploi. Parce qu'il y a là quand même un tissu de représentation extrêmement cohérent qui s'est formé et qui explique une très très grande partie des décisions publiques qui ont été prises depuis une quinzaine d'années. En gros, depuis la loi de lutte contre les exclusions, la tendance majoritaire des politiques de lutte contre l'exclusion, ça a été l'incitation à la reprise d'emploi. C'était l'intéressement au RMI, c'était le RSA, c'est la prime d'activité. Et aujourd'hui, ces solutions-là, elles sont rendues en quelque sorte inopérantes par l'évolution du contexte. Donc il y a là un objet de cadrage de la réalité, il y a là un objet aussi d'imposition d'un rapport de force pour faire prévaloir ce qui semble être de manière extrêmement convergente par les différents regards qu'on peut croiser, associatifs, recherche, personnes elles-mêmes, évidemment, quand elles s'expriment, le mieux ou le bien fondé de cette action sur les prestations monétaires de revalorisation et d'élargissement. Et simplement, le dernier point que je voudrais faire, parce que je voudrais être vraiment bref dans ma présentation liminaire, le dernier point, c'est que voilà, ça c'est ramer à contre-courant. C'est plaider contre le discours majoritaire, c'est plaider en disant, voilà, vous avez des ornières qui vous empêchent d'agir dans une direction dont on pense tous avec nos regards qu'elle est positive et féconde. En réalité, je pense qu'il y a une autre manière aussi d'agir, et c'est d'arriver à faire, on pourrait dire, non pas de l'opposition, mais une prise de yoga ou une prise de judo, plutôt que de yoga, parce que une prise de yoga, ça ne ferait pas grand-chose, mais une prise de judo ou d'aïkido au discours des gouvernants qui dit il faut que de l'insertion par l'activité économique, le travail est finalement la seule solution. Et je pense qu'il y a un autre discours à tenir qui est de dire attention, oui, les prestations, ça compte, mais il n'est pas question non plus de laisser toute cette question de l'activité économique à celles et ceux qui pensent que ça permet juste d'éviter la paresse et l'oisiveté des minima sociaux. Je pense qu'il est très important de ne pas laisser tomber cette question-là et de montrer Territoire zéro chômeur de longue durée est une initiative qui travaille précisément sur cette question de l'emploi et donc de refuser la fatalité du chômage pour certaines catégories de la population. Et je pense qu'il est extrêmement important de construire les plaidoyers
pas seulement en opposition, mais aussi à partir de la réalité de ce qui existe et de la vertu des initiatives, des actions qui sont entreprises par les associations. Ça peut être dans le logement d'abord, ça peut être territoire zéro chômeur de longue durée, ça peut être des projets pilotes qu'on voit émerger à droite et à gauche. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir un plaidoyer qui marche sur les deux fronts pour ne pas tomber dans finalement une situation inverse à celle de celle des gouvernants qui acceptent finalement l'insertion, qui acceptent les prestations quand il s'agit de retourner travailler et qui a beaucoup plus de mal à accepter d'étoffer, d'étayer le filet de sécurité majoritaire, universel pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Voilà, j'arrête là, c'est simplement des pistes pour ouvrir la discussion. Monsieur Robert, merci. Christophe Robert, vous voulez réagir? Non, je pense que l'on peut faire le débat si… Moi, je partage beaucoup. Quand on parle de rapport de force, Nicolas convoquait la notion de la peur. Votre conception, quels sont les leviers qui, sur la base de votre expérience, qui permettent de faire avancer les dossiers? Je n'ai pas réfléchi à cette notion de la peur, donc je ne voudrais pas réagir trop de manière spontanée. Ouais. Parce qu'il faudrait qualifier la peur dont on parle. La peur de quoi? La peur de ne pas être réélu, la peur du désordre social, la peur du désordre sanitaire, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, la peur… si vous voulez, tout dépend de quelle victoire on parle. C'est-à-dire que le recadrage dont parle Nicolas Devoux, qui a eu lieu suite à la mobilisation du mouvement des Gilets jaunes, a été quantitativement, financièrement très important. C'est-à-dire que l'action budgétaire, fiscale du gouvernement, avant cette date-là, était profondément très inégalitaire, laissant tomber toute une partie de la population, notamment la partie des classes moyennes. Le recadrage qui s'est opéré, je parle budgétaire et financier, hein, je ne parle pas dans la manière de gouverner, ce recadrage-là a fortement redistribué vers les classes moyennes, notamment les classes moyennes inférieures. Finalement, quand on regarde bien, les seuls qui sont perdants de la première période du quinquennat et de ce qui s'est passé ensuite, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, ce sont les 5 à 7% les plus pauvres qui restent les non concernés par une augmentation du pouvoir d'achat et des phénomènes de redistribution, au-delà même de la baisse des impôts en tant que telle, dont on peut discuter sur l'efficacité pour les politiques publiques dans leur ensemble. Donc, je pense que la crise du mouvement des Gilets jaunes, si on parle de celle-ci et du recadrage dont parlait Nicolas Devoux, enfin, de cette peur dont parlait Nicolas Devoux, oui, là, il y a eu peur. Il y a eu peur. Maintenant, les victoires dont je vous parlais tout à l'heure, et on pourrait revenir sur l'histoire depuis 90, 98. Nicolas évoquait la loi de lutte contre l'exclusion de 98, celle de 90 sur le logement des personnes défavorisées, adoptée par Louis Besson, ministre du Logement de l'époque, c'était reposé sur, il avait dit aux associations, vous qui êtes au contact des mal logés, dites-moi ce qui manque, et on va essayer de le faire, le traduire législativement. Donc, je partage totalement. Mais au quotidien, les petites victoires, les moyennes victoires, ou les grosses victoires, elles ne s'obtiennent pas, je pense, uniquement sur la peur. Donc, l'épisode des Gilets jaunes est assez particulier. Elles s'obtiennent à un moment où il y a un rapport de force qui est tel que, effectivement, la conscientisation de tout un chacun, parce que des gens se sont soulevés, se sont mobilisés, parce que des collectifs ont rendu visible, ont argumenté dans la durée, ont fait des propositions, ont rendu compte aussi des évaluations de politique publique qui montraient qu'il y avait des déséquilibres. Tout ça étant réuni, on conduit le décideur à ne plus pouvoir faire autrement. Mais je ne qualifierais pas ça forcément de peur au sens où on l'entend sur la crise les réponses apportées à la crise des Gilets jaunes. Donc, je pense qu'il faut qu'on série bien les choses, de quelle victoire on parle, de quelle peur on parle, de quel levier on parle. Toujours est-il que je partage totalement l'analyse de Nicolas Devoux sur, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, les victoires ne sont obtenues quasiment que à l'occasion de rapports de force, quasiment que à l'occasion de rapports de force qui sont visibles dans l'espace public, notamment via la question médiatique. C'est pas nouveau. L'abbé Pierre, en 54, tire sa sonnette d'alarme en communiquant dans la radio.
mais c'est quelque part quelque chose qui doit nous inquiéter, parce que ça voudrait dire que seuls ceux qui sont capables de porter un rapport de force dans l'espace public pourraient obtenir des bonnes réponses à des justes causes, notamment si on parle de la question écologique, notamment si on parle de la question de la pauvreté. Donc, cette analyse que je partage avec la petite nuance sur la peur, hein, en précisant de quoi on parle, oui, elle est quand même souvent le fait de rapports de force. Les enfants de Don Quichotte ont créé un mouvement, le collectif des associations unies sur le logement et l'hébergement est né de cette époque-là, et on voyait bien qu'il fallait qu'il y ait une réponse politique. On ne pouvait plus, des papiers même dans les journaux internationaux montraient ces files de tentes sur le canal Saint-Martin, et c'était plus tenable pour l'exécutif de ne pas apporter une réponse. Merci, Nicolas. Ouais, deux mots, et peut-être un élément d'explication à tout ça, à cette difficulté d'avoir un dialogue qui aboutisse, c'est la question de l'étatisation de la protection sociale. Parce qu'on a beaucoup de discours sur le néolibéralisme, etc. Je pense que peut-être une partie de vrai dans l'idéologie, mais il y a aussi dans les faits une étatisation assez profonde d'un certain nombre d'éléments du système de protection sociale. L'assurance chômage, la prime d'activité, un bel exemple de prestations étatiques, peut-être les retraites demain qui allaient dans cette direction, la réforme qui a été interrompue par la crise Covid. Donc ça, c'est vraiment un point de concentration de la décision en matière de protection sociale dans l'État qui peut-être a cet effet de moins diffuser via des canaux syndicaux ou des canaux associatifs, finalement de partager aussi la responsabilité de cette protection sociale et de ces évolutions. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, moi, je suis complètement convaincu, comme l'a dit Christophe Robert, qu'on ne peut pas se satisfaire d'une situation où il y a finalement des épisodes médiatiques très intenses qui peuvent produire des décisions et des changements de braquet. Il y a des stratégies aussi, je pense, mais que les associations font. Donc, il ne s'agit pas de dire les associations ne font pas ou elles ne font pas assez bien. Je prends juste un exemple que je vous invite à aller regarder, l'UNIOPS, qui est donc la grande fédération des établissements sociaux et médico-sociaux, dans son dernier numéro Union sociale, le numéro de sa revue Union sociale, fait parler le nouveau président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice, avec Louis Schweitzer, qui est donc un très haut fonctionnaire et aujourd'hui président du comité d'évaluation de la stratégie pauvreté chez France Stratégie. Et là, ce dialogue, il est intéressant parce qu'il invite des gens qui sont au sein de l'appareil d'État à partager des éléments de diagnostic qui sont construits par le secteur associatif, à identifier des manques. Et donc, vous lirez cette interview, elle est vraiment intéressante. On voit Louis Schweitzer se prononcer sur des éléments qui, en fait, recoupent assez largement les demandes du secteur associatif. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même une bataille de la conviction, de la justesse, du bien fondé d'un certain nombre de revendications et de priorités qui passent par ces canaux d'appropriation, d'acclimatation et aussi, finalement, d'arriver à mettre des mots, à mettre des images sur des réalités sociales qui sont le quotidien, qui sont au centre de l'action des associations. Et donc, il y a tout un ensemble de canaux, de médiation qui font que ces discours, ces revendications peuvent être reprises, appropriées par des personnalités qui, de par leur position, sont en capacité peut-être un jour d'emporter la conviction sans qu'il y ait besoin d'épreuves de force. Merci à tous les deux. Je vous propose de prolonger donc maintenant par une discussion entre Lydie Carlou, qui est responsable de la délégation de Toulouse du Secours catholique depuis plus de 6 ans, et Arnaud Trenta, qui est sociologue. Donc Lydie, si tu veux présenter l'idée de partir d'un exemple éventuellement sur la métropole. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, je vais essayer de ne pas faire de redite avec pas mal de choses qu'a évoqué Christophe Robert, mais du coup, peut-être de les contextualiser, notamment sur ce qui s'est vécu pendant la période du confinement, pour vous donner quelques éléments de contexte sur Toulouse, donc sur la métropole. Il y a déjà une habitude depuis plus d'une vingtaine d'années de travail ensemble des associations, au moins au niveau des têtes de réseau, donc la Fondation Abbé Pierre, la Fédération des acteurs de solidarité, l'URIOPS, et un collectif qui existe depuis 25 ans sur Toulouse et dont nous sommes membres, qui est le collectif Interassociation de Toulouse. Au fur et à mesure des années, il y a d'autres collectifs qui se sont montés, et ces têtes de réseau ont toujours eu à cœur de maintenir un lien entre tous ces collectifs, toutes ces associations,
un espace où on peut se retrouver, discuter, se concerter et éventuellement élaborer, au fur et à mesure des années, on a pu élaborer des propositions communes, avancer sur la construction aussi d'une vision commune pour pouvoir entrer dans un esprit de concertation et de co-construction avec les pouvoirs publics. Alors, c'est pas évident, hein, parce que les positions des associations sont différentes. Il y en a certaines qui peuvent être plutôt des opérateurs et d'autres qui vont être, on va dire, plus des associations de charité, type le Secours catholique. Et donc, les visées ne sont pas forcément les mêmes. Et notamment pour les opérateurs, il y a toute la problématique de la contrainte budgétaire, puisque le rapport de force avec les pouvoirs publics n'est pas le même, dans la mesure où leurs actions sont fortement subventionnées. Mais c'est quand même quelque chose qui se vit depuis longtemps sur la ville et qui a tendance à se construire de mieux en mieux, on va dire. On est vraiment de plus en plus en capacité de dépasser notamment la problématique de opérateur pas opérateur pour réfléchir à des propositions communes pour venir en aide aux personnes que nous accompagnons. Et on a pu constater, du coup, là je vais venir sur la partie, le moment du confinement, on a pu constater un positionnement différent des pouvoirs publics. Là j'entends essentiellement l'État, hein, les personnes avec lesquelles on parle, donc c'est la DDCS au niveau de la préfecture et la mairie de Toulouse qui organise régulièrement aussi des rencontres avec les associations pour construire des solutions communes. Et dans les rapports qu'on a pu avoir avec la préfecture pendant le confinement, il y a eu deux positions très, très différentes. Donc, on a pu profiter de ce que Christophe Robert appelait la parenthèse heureuse sur le volet hébergement, puisque là, la préfecture était très à l'écoute des remontées de terrain, hein, de ce qui se vivait sur le terrain, les squats et tout, pour organiser donc la protection des personnes à la rue. Et on a pu aller jusqu'à faire des propositions assez innovantes, notamment pour les personnes à la rue, les SDF, parce que les deux types de profils qu'on a, hein, ça va être des familles. On a beaucoup de familles, et notamment des familles migrantes qui sont présentes sur Toulouse, et on va dire les personnes à la rue un peu plus classiques. Et donc celles-là, c'était plus difficile de leur trouver une solution parce que des hébergements en foyer, c'est pas quelque chose qui leur convenait. Donc on a pu inventer des campements où on mettait les personnes, on installait des tentes où ils allaient dans des campings avec l'accompagnement social qui se mettait en place. Donc là, on a eu des interlocuteurs qui étaient très à l'écoute de ce qu'on pouvait proposer et des associations qui ont pu rapidement, certainement aussi parce qu'on avait cette habitude de réfléchir et de travailler ensemble, qui ont pu rapidement faire des propositions avec, parmi eux, certains qui se positionnaient en tant qu'opérateurs, mais en se partageant, on va dire, le travail. Donc, on n'était plus dans une logique que pouvait avoir la préfecture auparavant, de travailler uniquement en bilatéral pour donner, pour les appels à projets, est-ce que vous pouvez prendre tel projet d'hébergement et tout ça. Donc, vraiment une approche très différente. Et d'un autre côté, pendant cette période de confinement, il y a eu une forte implication de la préfecture sur tout ce qui était les questions d'aide alimentaire. Donc là, c'était brandi comme étant une urgence. Il fallait absolument organiser l'aide alimentaire. Et de ce point de vue, c'était beaucoup moins de dialogue, on va dire. On a convoqué plus ou moins les principaux opérateurs d'aide alimentaire sur la ville et on leur a demandé d'assurer la distribution dans les squats, de mettre en place des nouveaux points de distribution alimentaire. Et là, ça a été quand même très lourd pour les associations. Alors,
pas nous, parce qu'on n'est pas opérateur de distribution alimentaire à proprement parler, mais on avait des actions de distribution alimentaire vis-à-vis des personnes en précarité, donc c'est pour ça que des personnes à la rue, c'est pour ça qu'on était dans la boucle. Mais on a par exemple notre antenne locale de la banque alimentaire qui se retrouvait à gérer un peu du jour au lendemain pendant cette période de confinement, à créer des lieux de distribution, à se débrouiller pour récupérer des bénévoles avec toutes les problématiques logistiques et sans forcément tout de suite les moyens pour y arriver. C'est-à-dire que quand on se posait la question des moyens, donc on le fait, mais comment? On verra ça. Bon, ils ont été payés, mais sur le moment, c'était pas quelque chose qui était positionné et discuté. Donc, on va proposer à Arnaud de faire un premier retour sur la base des éléments que vous avez déjà donnés. Ce type de collectifs qui se constituent sont plus ou moins formels, plus ou moins éphémères. Arnaud Trenta. Oui, merci à Lydie, merci à tous. Oui, je veux bien réagir par rapport à ce que nous vient de nous dire Lydie. Ce que je trouve très, très intéressant, cette question au niveau local, évidemment celle du maillage associatif et en fait des formes de mobilisation ou d'action qui peut y avoir. Pendant tous ces jours où on avait échangé un petit peu, c'est vrai que je réfléchissais aussi aux formes d'action qu'on peut avoir au niveau local. Certes, on peut agir sur la pauvreté, mais sans doute de manière moins ambitieuse encore qu'au niveau local, comme l'ont bien montré Christophe et Nicolas dans l'intervention précédente. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des modalités pour essayer de lutter contre des privations, donc l'aide alimentaire, dont on a parlé, l'hébergement, même des aspects monétaires, évidemment, avec le département, etc. Il y a aussi la question de la reconnaissance ou celle du mépris des populations vulnérables. Et c'est vrai qu'en relisant les échanges qui étaient présents sur ce webinaire et tout ce qu'on pensait, l'échange qu'on avait avec Didier au préalable, il me semblait aussi que la question de la politisation des associations, mais la politisation des pauvres, pour reprendre ce mot, ou des populations vulnérables, elle est centrale sans doute. Lutter contre la pauvreté, c'est aussi retravailler les rapports aux politiques des secteurs populaires. Et c'est vrai que j'avais un peu cette réflexion qui m'habitait tous ces jours où je pourrais justement demander à l'expérience de Lydie, non seulement dans ces collectifs, non seulement dans l'époque que l'on vit, la crise sanitaire, époque un peu particulière, mais de manière générale, les façons de pouvoir ancrer aussi son action dans des territoires populaires et en tout cas de pouvoir s'agréger aussi à des collectifs peut-être moins formalisés, mais qui sont portés en partie auto-organisés par des populations précaires, vulnérables. On sait très bien dans la sociologie ou les sciences sociales et même dans l'expérience à quel point ces collectifs sont fragiles, parfois éphémères, mais néanmoins ils existent et je pense que c'est une question fondamentale qui est celle de la politisation de ces populations, parce que si on espère un changement profond et de politique sociale, de politique publique, ça passera inévitablement par une forme un peu plus massive aussi de participation, d'organisation, que ce soit sociale, associative ou politique. Et je repensais aussi à quelqu'un qui aura été sans doute présent ici, Jean-Pierre Worms, qui m'a beaucoup compté dans ma trajectoire, qui est un formidable passeur entre les mondes associatifs, scientifiques, politiques. Et lui, il avait travaillé au moment des années 2000, c'était au travers du concept de capital social, mais il mettait bien en avant quand même une sorte de dualité du monde associatif entre un monde associatif assez historique, très structuré, assez institutionnalisé, très actif évidemment, et en même temps, il voyait émerger, et ça l'intéressait beaucoup, à des associations un peu plus morcelées, et notamment présentes dans les quartiers populaires, et il interrogeait déjà la difficulté aussi de rencontre entre ces différents types d'acteurs associatifs. Et voilà, moi, c'est aussi des choses que je regarde toujours dans mes travaux, que ce soit en France ou en Amérique latine. Il n'est jamais aisé pour des associations fortement inscrites aussi dans les politiques sociales, les politiques de lutte contre la pauvreté, d'être en même temps des leviers de mobilisation populaire. On parlait tout à l'heure avec Nicolas, Christophe, de la peur ou des rapports de force, voilà, d'être en capacité aussi d'être en dialogue, d'être légitime face aux acteurs publics
pour réaliser finalement la mise en œuvre de certaines politiques sociales et en même temps de continuer d'être des leviers de mobilisation et de politisation des secteurs populaires ou des populations précaires, hein. On peut les nommer tels qu'on veut. Merci. Je m'arrête là, mais enfin, c'était dans des réflexions qui, à mon avis, traversent aussi hein, ce que raconte et l'expérience de Lydie à Toulouse. Vous voulez rajouter quelque chose, Lydie? Oui, alors je vais rebondir sur ce que vient de dire Arnaud. En fait, on a aussi pu constater hein, pendant cette période-là qu'il y a eu beaucoup de mobilisation citoyenne. Hein, ça ne s'est pas fait sous forme associative, hein, mais beaucoup de citoyens se sont organisés pour venir en aide aux personnes vulnérables sur cette période. Et le fait qu'on ait cette habitude de travailler ensemble, les associations, on va dire, un peu plus institutionnelles, ça nous assurait aussi une visibilité qui faisait que ces collectifs un peu qui émergeaient comme ça faisaient appel à différentes associations pour qu'elles relaient les possibilités qu'elles avaient et qu'elles se fassent aussi le porte-voix de leurs revendications. On a aussi beaucoup de squats sur Toulouse et notamment des squats qui se sont organisés. Et c'est vrai que cette mobilisation, on va dire, un peu populaire, moi, ce que je constate, c'est que pour réussir à être entendue, il faut qu'elle s'organise d'une certaine manière. Parce que si c'est une personne, une opinion, les pouvoirs publics en face, ils ne l'entendent pas. Et on a un certain nombre d'associations localement qui sont plutôt à œuvrer pour aider à structurer à minima ces collectifs pour qu'ils puissent eux-mêmes faire part de leurs préoccupations, de leurs besoins directement au pouvoir public. Donc, les collectifs un peu institutionnels, on va dire, sur Toulouse, permettent aussi de faire courroie de transmission et, on va dire, un peu de tutorat pour des collectifs plus, comment dire, pas éphémères, parce que du coup, certains se structurent, mais plus spontanés. Voilà, c'est le terme qui convient. J'ai un petit peu pris du recul, du coup, hein, par rapport à cette période. Donc, comme l'a dit Christophe Robert, je pense qu'on n'a pas transformé l'essai. J'en veux pour preuve que là, on est le 17 novembre et qu'on va avoir la première rencontre avec les opérateurs d'hébergement et la préfecture qui va se dérouler demain, alors que la période hivernale a commencé normalement officiellement depuis le 1er novembre. Donc, on se retrouve dans la même configuration que les autres années, c'est-à-dire on court après le temps pour pouvoir mettre les choses en place. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de leçons qui a été tirée de tout ce qui était proposé. Et pourtant, il y a eu des évaluations qui ont été faites hein, des différentes actions. Mais on se dit que peut-être qu'on gagnera un petit peu de temps parce qu'on a su nous tirer les enseignements de ce qui a été proposé. D'autre part, je constate qu'en tous les cas au niveau local, mais c'est peut-être aussi la structuration de notre État, des pouvoirs publics qui est comme ça, on n'est pas tant un acteur, en tant qu'association, on n'est pas tant un acteur de politique sociale qu'un acteur de circonstances, finalement. C'est-à-dire, on fait appel à nous quand il y a besoin. Et finalement, c'est vraiment, il faut qu'on soit dans l'initiative, dans la proposition. Enfin, j'irais même limite, il ne faut pas qu'on lâche la grappe avec nos propositions, sinon ils nous oublient. Par contre, ils se souviennent très bien de nous quand ils en ont besoin. Donc, on n'est vraiment pas de manière régulière dans un processus de co-construction. Okay. On a pu constater aussi qu'il y avait une absence totale de coordination entre les différentes institutions. L'État mettait en place des choses, parfois il se mettait en lien avec le conseil départemental, parfois avec la métropole. Le conseil régional a mis en place une action.
mais complètement décorrélé de ce qui se faisait avec la préfecture. Et donc, nous, association, hein, donc, comme ils avaient besoin de nous, on était sollicités sur tous les plans, mais voilà, ils n'ont pas réussi à se… D'accord. Mais si je me permets de couper, on peut vraiment engager maintenant un dialogue avec… On a plus de 200 inscrits et j'aimerais bien qu'on puisse avoir une bonne demi-heure pour pouvoir répondre aux questions. Donc, d'un point de vue technique, si vous voulez prendre la parole, il suffit d'aller sur le petit onglet « Conversation » pour demander la parole. Vous présenter brièvement, formuler une question. Peut-être pour lancer le débat, je vais donner la parole à Marion Carrel, qui connaît aussi, justement, quand on parlait de politisation de milieux associatifs, mais aussi des personnes en précarité, connaît bien ces questions-là, pour lancer et engager la discussion. Après, je vois qu'il y a Ludovic de la Lobby qui veut parler, Claude Périgaud. Donc, je vais prendre ces 3 intervenants. Et puis, Martin va m'aider aussi à sélectionner les questions. Marion, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci. Merci beaucoup pour la discussion, la présentation. On sait le rôle d'interpellation des associations comme Fondation Abbé Pierre Secours Catholique. On vous entend régulièrement à la radio batailler aussi sur l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans, parmi d'autres choses qui ne sont pas encore entendues par le gouvernement. Moi, j'avais juste 3 points pour ouvrir le débat à dire. Donc, un premier point à propos des petites associations, notamment dans les quartiers populaires, puisqu'on parle du lien entre pouvoir public et association. Donc, Lydie Carlou l'a dit, ces petites associations, elles ont joué un rôle notamment pendant la crise, elles jouent un rôle pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, distribution alimentaire, beaucoup de liens sociaux. Et les pouvoirs publics, le gouvernement a donné pendant le premier confinement au printemps dernier 11 milliards d'aides de lutte contre la pauvreté, et beaucoup de cette aide est allée sur les grosses associations. Et donc, on peut se demander quelle reconnaissance il y a des petites associations, des quartiers populaires par rapport à tout le travail qu'elles font. Et je sais que, par exemple, la Fondation Abbé Pierre a confié à l'association Appui une mission là-dessus de reconnaissance de tout ce travail fourni par les petites assos. Et ça a été donné à quelqu'un qui s'appelle Mohamed Ragoubi et qui est quelqu'un du terrain et qui mène une enquête là, pendant 3 ans, du coup, pour donner à voir tout le travail et l'engagement de ces petits collectifs d'habitants qui ont des gros soucis financiers qui ne sont pas forcément reconnus, d'ailleurs, parfois pas constitués en association, dans un contexte de baisse des subventions ces dernières années, de quasi-enterrement de la politique de la ville, bref, toute cette question-là. Deuxième point pour appuyer autre chose, enfin c'est lié, c'est le rôle de contre-pouvoir de ces associations. Donc là, on voit bien le rôle d'interpellation et de contre-pouvoir des grandes associations. Mais on a aussi un point en ce moment qui est ce rôle de contre-pouvoir, il est indispensable en démocratie, mais il peut être freiné. Et il est freiné en ce moment, pas seulement à cause de la crise sanitaire, pour plein de raisons. Et donc, il y a un observatoire des libertés associatives qui a sorti un rapport récemment, alors autour de plein d'associations, l'Alliance citoyenne, la Ligue des droits de l'homme, la Coordination Passons-nous et d'autres, avec un comité scientifique autour de Julien Talpin, je suis dedans aussi, et donc avec un rapport à aller voir sur la coalition.fr avec 100 cas problématiques de restriction de liberté des associations, alors qu'elles peuvent être financières ou de disqualification ou d'entrave juridique, voire même physique ou policière. Et donc, juste ça pose quand même la question aussi de comment on encourage l'expression collective, notamment pour des petits collectifs dont les finances dépendent beaucoup des pouvoirs publics locaux. Alors, ça nous renvoie à la question de la nécessité d'un fonds national pour la démocratie citoyenne, qui était une des propositions dans le rapport Bakley-Meshmash il y a déjà quelques années. Troisième point, et j'arrêterai, à propos de la participation, de la politisation, et surtout sur la question de l'expérience de la pauvreté, en fait, telle qu'elle est vécue concrètement par les personnes, et des savoirs qui sont issus de cette expérience. Dans le dialogue avec les pouvoirs publics, quelle place les premiers concernés ont-ils? Et à l'intérieur des associations, quels canaux de participation finalement on a? Donc bien souvent, on a des représentants des pauvres et une sorte d'évaporation des savoirs issus de l'expérience de la pauvreté. Ça reproduit certaines injustices, des injustices épistémiques, le fait de ne pas être reconnu comme interlocuteur légitime, de ne pas avoir les bons codes pour s'exprimer. Et comme Nicolas Duvou l'a bien souligné tout à l'heure, il a parlé des représentations, l'importance des représentations sur les mauvais pauvres qui profiteraient des allocs au lieu de travailler. Bien, sur cette question des représentations, il y a probablement un gros travail encore à faire, me semble-t-il, que vous faites dans vos associations, mais ce serait intéressant d'en savoir plus.
sur la manière voilà, d'avoir des expériences, des expérimentations qui permettent de croiser ces représentations, croiser des savoirs. Alors bon, moi je suis proche d'ATD Quart Monde, donc je suis de manière proche la manière dont peut se mener des travaux en croisement des savoirs entre des professionnels, des élus, des chercheurs et des personnes en situation de pauvreté. Mais il y a d'autres expériences. Je pense à la Fédération des centres sociaux qui fait des choses avec Bleu Blanc Zèbre, avec les régies de quartier, des expérimentations sur l'animation locale concertée. Il y a plein de pistes. Et j'ai vu dans les commentaires que quelqu'un parlait de recherche-action. Donc oui, on a aussi un rôle, nous autres chercheurs, à faire pas que observer, mais aussi agir avec les personnes dans leur contexte. Merci. Alors, je vois Christophe Robert qui va intervenir tout de suite, donc je lui donne la parole. Non, c'était avant cette prise de parole, mais je partage totalement le sujet. C'est-à-dire, je me disais, il y a une dimension qui manque à l'analyse, c'est la mobilisation des personnes elles-mêmes, l'organisation, donc, et notamment la question des habitants. Et je pensais aux quartiers populaires en particulier. Donc, ça vient vraiment d'être dit, mais du coup, je vais faire très, très rapide. Les références de Lydie tout à l'heure sur les squats organisés sont vraiment intéressantes. Parce que on est là sur une organisation de petites communautés qui sont en situation de mal logement et qui montrent à travers leur mobilisation le fait que d'abord ils sont organisés, qu'il y a des solutions, par exemple en pointant des logements vacants, que des solutions nouvelles aussi peuvent émerger de ces mobilisations. Donc l'action politique, elle est menée à travers la vie, le vécu quotidien et la proposition qui est même concrétisée. C'est-à-dire que, du coup, le travail que l'on fait dans ces exemples-là, hein, Toulouse est un bon exemple, mais il y en a eu d'autres, c'est de dire, bon, d'accord, ce bien immobilier, il va servir à autre chose dans 2 ans, c'est parce qu'il y a un programme pour faire un gymnase, une école, du logement social, quel que soit l'objet. Mais une fois qu'on est installé depuis 2 ans et qu'on a montré notre organisation, qu'on est entré en relation avec les politiques publiques, ça ne peut pas être rasé d'un coup de tracteur et puis dire vous retournez à la rue. Donc on voit bien que cette mobilisation des personnes elles-mêmes, elle est essentielle. Je voudrais prendre un autre exemple. On a du mal en France à faire entrer dans la logique les régulations d'un certain nombre de marchés. C'est le cas du marché du logement. Nous sommes battus pour l'encadrement des loyers comme des fous, mais il y a eu des contre-pouvoirs considérables, pas toujours justifiés sur le fond ni dans l'analyse, mais qui ont gagné et qui ont limité considérablement ce qui se préparait en matière de législation pour encadrer les loyers. C'est pas partout pareil. Ce qui s'est passé à Berlin ces derniers mois est tout à fait intéressant. Les habitants confrontés à une hausse extrêmement rapide, et malgré que les prix restent encore nettement plus bas que Paris, par exemple, et la mobilisation a été telle qu'ils ont réussi à obtenir un gel des loyers, à éviter une croissance absolue. C'est la mobilisation des gens. C'est-à-dire que quand on parle tout à l'heure de plaidoyer, de combat politique, de rapport de force, rien ne sera plus puissant que la mobilisation des personnes elles-mêmes. Évidemment, des personnes sans domicile, si on prend l'exemple des enfants de Don Quichotte, jusqu'à la mobilisation autour des loyers ou en Espagne, au moment des subprimes, qui fait qu'à un moment, la population confrontée à des difficultés majeures n'est pas en train de faire un débat théorique, est en train de dire mais on ne peut pas vivre, nous. On ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Et cette mobilisation, elle est essentielle. Alors du coup, ça soulève des questions parce que nous, par exemple, à la Fondation Abbé Pierre, et c'était évoqué à l'instant par Marion Carrel, c'est que nous sommes aussi financeurs d'autres associations. Et ça fait partie de notre stratégie que d'essayer d'outiller les associations, les habitants, par exemple les collectifs d'habitants dans les quartiers populaires, pour qu'ils puissent s'auto-organiser, pour qu'ils puissent prendre la parole dans l'espace public, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville. Mais ça ne peut être que complémentaire, donc une action de soutien à ce secteur associatif et l'action que nous, on décrivait, qu'on peut mener avec les associations ATD, Secours catholique, Fondation Abbé Pierre, Emmaüs France, la FAS, dans le plaidoyer. Et puis, peut-être un dernier point, c'est qu'il faut bien aussi considérer, Lydie l'a dit un petit peu à l'échelle locale, mais c'est vrai globalement, c'est que toutes les associations ne sont pas dans la même situation. La Fondation Abbé Pierre, par exemple, on n'a pas de subvention publique. Donc, il y a aussi une liberté d'action pour financer, par exemple, des collectifs d'habitants dans les quartiers populaires ou une liberté de parole. Or, beaucoup d'associations que nous, on finance nous disent on ne peut plus
dire les choses telles qu'on les voit, parce qu'on est tellement dépendant des subventions locales qu'on nous met des pressions pas possibles. Alors nous, on tient, mais à un moment, on ne va plus exister. Donc, il y a un enjeu aussi autour de la liberté qui rejoint aussi les modèles économiques du secteur associatif. Donc, c'est un autre point que je voulais ajouter. Merci. On va reprendre une série de questions. Donc, si Ludovic est toujours en ligne, s'il peut formuler ses questions, Ludovic de la Lobby. Oui, bien. Merci déjà. Vous pouvez brièvement, merci. Donc, Ludovic de la Lobby, je travaille au Secours catholique et je coordonne avec d'autres associations un éco-hameau solidaire à Draguignan dans le Var. Il nous faut reconnaître, je disais qu'il nous fallait reconnaître que la pauvreté, et je crois l'avoir entendu dans le discours de Nicolas Duvaux, avait des causes qui étaient plutôt d'ordre structurel et collectif. Et de façon générale, on le voit notamment dans beaucoup de nos politiques d'insertion, par exemple, nous avons quand même une tendance à apporter des réponses de type conjoncturel et individuel qui font souvent porter les responsabilités d'ailleurs sur les personnes qui vivent cette pauvreté. Et je voulais dire que j'étais inquiet de voir comment la crise sanitaire tendait à renforcer cette vision finalement très conjoncturelle de la pauvreté. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque? Et est-ce que nos associations sont conscientes de ce risque, notamment aujourd'hui dans leur rapport avec les politiques? Merci. On va peut-être donner directement le micro à Nicolas Duvaux. Alors, j'aurais évidemment pas l'outrecuidance de dire si les associations sont conscientes ou pas de tel ou tel aspect de leur discussion avec les pouvoirs publics. Ce qui me semble important, c'est qu'effectivement, les associations, elles ont un rôle, mais qui n'est pas facile, hein, et je crois que c'est vraiment ça la difficulté que vous soulevez, et vraiment, je vous en remercie de mettre l'accent là-dessus. Leur rôle, et les rapports le font, c'est de souligner la dimension pérenne des difficultés que vivent les catégories les plus modestes. Parce qu'en réalité, les rapports d'année en année mettre l'accent sur des situations, sur des problématiques, sur des profils. Je reviens encore une fois, la question des familles monoparentales, par exemple, dont on connaît la fragilité extrême dans notre société. Elle avait été mise en avant par tout un ensemble de rapports associatifs dans la décennie 2010. Je pense notamment à un rapport du Secours catholique. Et elle a fini, cette question, par émerger. Je reviens au mouvement des Gilets jaunes. Ça a été une des figures. Donc, en réalité, il y a des dimensions pérennes et structurelles et il faut les adresser comme telles. Et je crois qu'un des leviers, c'est aussi la prise de conscience, mais peut-être viendra-t-elle plus tard, du caractère, je ne dis pas irréversible, des dégâts socio-économiques que la crise actuelle va occasionner, mais en tout cas leur caractère de moyen et long terme. Parce qu'encore une fois, pour l'instant, ça se gère au fil des événements, par des réponses ponctuelles d'urgence qui sont présentées comme telles, et peut-être qu'à un moment donné, la gravité, puis la difficulté. Alors il y avait un commentaire dans le chat en disant mais non, la question du retour à l'emploi, si c'est opérant quand l'emploi revient, mais la question c'est pas est-ce que quand il y a l'activité économique les gens reviennent à l'emploi. La question c'est de savoir est-ce que les prestations sociales finalement nuisent à la reprise d'emploi, ou est-ce que des prestations trop élevées vont enclencher des arbitrages où on va se dire finalement ça ne vaut pas tellement la peine d'aller reprendre un emploi. C'est bien ça dont il est question. Évidemment, quand il y a de l'activité, les gens retournent vers le marché du travail, parce que et ça toutes les associations le savent, les gens souhaitent travailler parce que c'est là quand même que la dignité dans notre société se trouve et se façonne à travers l'activité quotidienne. Je voudrais juste faire une deuxième remarque pour rebondir sur quelque chose que Marion Carrel a dit. Elle a apporté des éléments essentiels à notre discussion
en soulignant l'importance de l'auto-organisation et du fait de ne pas occulter les solidarités qui s'inventent, notamment du côté des petites associations. Et là, il y a quand même une difficulté dans la société française. On avait publié un petit livre il y a quelques années qui était coordonné par Julien Talpin et Marman Mohamed sur les questions de communautarisme qu'on mettait avec un point d'interrogation. Il y a quand même beaucoup d'initiatives qui aujourd'hui partent des quartiers, sont par principe disqualifiées au nom du supposé communautarisme qu'elles entretiendraient. Et là, c'est quand même un problème, parce qu'il ne faut pas nier qu'il y a des formes de radicalisme, qu'il y a des formes de processus qu'il faut endiguer. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus céder à la facilité de disqualifier par principe toutes les formes d'organisation sociale autonome venant des habitants de certains quartiers, par exemple, et qui ont une fonction de solidarité principale dans des situations qui sont difficiles. Et ça, c'est vraiment la société française, elle a un vrai sujet sur cette question à traiter. Et un des dangers qui pourrait dans le long terme, finalement, aggraver les problématiques de radicalité, qu'il ne s'agit pas de nier, ça serait par contre de disqualifier par principe tout un ensemble d'activités, tout un ensemble d'initiatives d'auto-organisation qui émanent des catégories populaires. Merci. Là, j'ai une question, peut-être pour Arnaud Trentard, davantage. Dans quelle mesure on ne pourrait pas s'inspirer des expériences de mouvements populaires en Amérique latine, donc les favelas en Rio, mais peut-être en Argentine, en matière de plaidoyer? Oui, mais alors je pense qu'on ne serait pas d'accord pour partager les niveaux d'inégalité qu'il y a là-bas, hein, mais forcément la structure sociale économique fait que les rapports sociaux sont différents et entraînent des formes d'organisation ou d'auto-organisation, comme parlait à l'instant Nicolas, comme l'a dit aussi Marion, et c'était ce que je voulais introduire aussi dans la discussion. Effectivement, moi, j'ai été frappé, en tout cas, par mes expériences en Amérique latine. Donc, moi, c'était principalement en Argentine, mais j'ai pu voir aussi au Brésil, et on remarque ça à peu près partout. En fait, comment l'auto-organisation, notamment des habitants des bidonvilles ou quartiers populaires, hein, l'auto-organisation est totalement naturalisée. D'ailleurs, quand moi, sociologue français, j'arrivais pour leur parler, mais ça, c'est formidable, vous organisez, vous faites des assemblées, vous avez des représentants, des leaders, une commission de voisins, vous êtes des interlocuteurs légitimes pour les pouvoirs publics. Et ils me regardaient, mais évidemment, à quoi tu t'attends? Ouais, moi, je venais des banlieues françaises ou autres, où voilà, toute tentative est délégitimée parce que communautaire, etc., où l'habitant n'est finalement qu'un logeur au maximum, et en tout cas pas un citoyen. Donc c'est vrai qu'il y a de manière très intégrée dans ces quartiers ou dans ces sociétés, hein, des formes d'auto-organisation très poussées, du coup de politisation aussi, hein, beaucoup plus affirmées que dans nos propres sociétés, et qui amènent à avoir des mouvements sociaux tels qu'ils ont pu les connaître au Brésil, les mouvements des Sans-Terre ou les mouvements d'économie solidaire aussi très forts, en Argentine, le mouvement Piquetero au début des années 2000, qui après amènent des hybridations entre différents types de collectifs, hein, des syndicats, des partis politiques et puis des mouvements sociaux. Donc je pense que ces expériences sont riches pour se rendre compte évidemment des possibilités déjà. Après, il faut réfléchir sur les conditions de possibilité. Je pense qu'en France, on en est quand même loin pour des raisons historiques, politiques, institutionnelles, et puis aussi parce que, je leur disais, hein, la structure sociale, économique, les formes d'inégalité, de pauvreté sont quand même différentes, mais en tout cas, ça jette une lumière tout à fait différente sur l'importance de ces ressources d'auto-organisation. Et comme le disait encore une fois Nicolas Duvaux tout à l'heure, et qui l'a sans doute étudié aussi pour tous ceux qui vont en Amérique du Nord, hein, comment le terme communauté dans d'autres sociétés qui sont pas si éloignées que les nôtres, hein, on est dans différents espaces de l'Occident, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe. Ce mot, au contraire, il permet de se mobiliser. Il permet de s'organiser et d'être même légitime. Hein. On est les représentants de la communauté. Et en Amérique latine, on a cette racine-là aussi. La comunidad, c'est d'abord un quartier, mais c'est un collectif aux frontières floues, bien sûr, mais qui se dote
d'organisations. Donc, il y a des organisations de voisins, des associations de voisins, il y a des leaders de la communauté et il y a ensuite politiques sociales même qui sont transférées directement vers des organisations représentatives du voisinage. Donc, je pense qu'on peut évidemment pas faire une sorte de benchmarking social, de mobilisation et implanter ça chez nous, mais en tout cas en termes de réflexion, de décadrage et aussi parce qu'il y a souvent aussi la stigmatisation des classes populaires ou des gens dans la précarité, comme quoi ils sont trop pris dans l'urgence et qu'ils ne seraient pas en capacité de comprendre, de conscientiser, de se mobiliser. Ben, toutes ces expériences-là nous montrent que non, qu'en fait on peut tout à fait lier une pénurie grande, des privations grandes et en même temps une conscience sociale, politique et des formes d'auto-organisation qui peuvent même être durables. Donc voilà. C'est pour moi des expériences fondatrices et fondamentales qui peuvent vraiment nous aider à renouveler un peu nos modes de pensée. Merci. Donc, je propose de donner la parole à Claude Périgaud. Claude Périgaud, sinon je crois qu'il y a… Voilà. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Parfait. Ouais, merci. Bah, écoutez, je suis content de vous découvrir. Je voudrais partager un petit peu mon expérience et voir si… On va poser des questions pour vous permettre de… aller vite. Bon. Ouais. J'ai écrit la compta du sel de Paris et j'ai découvert en travaillant sur les intercels que le besoin n'est pas du tout des besoins de monnaie. Les besoins, c'est ceux dont vous avez parlé, c'est des besoins de structuration de projets, de structuration de groupes, de structuration de personnes, etc. Ça se fait pas avec de la monnaie, ça se fait avec des traitements informatiques et de la sauce que je peux vous expliquer. Ça veut dire que la richesse, la création de richesse, elle est dans la capacité à s'auto-organiser. Donc, il faut s'inventer des outils qui suivent la capacité à s'auto-organiser. Ma question est, quand je dis ça, est-ce que je parle chinois ou est-ce que ça intéresse des gens? Et si ça intéresse des gens, on monte des projets parce que j'ai fait plein de choses à vous proposer. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être on va donner la parole aussi à un représentant d'ATD Carmonde. Je vois qu'il y a 2-3 personnes. Non. Il y a une question de Geoffrey Renimel du côté d'ATD Carmonde qui pourra venir nourrir le débat. Si vous voulez prendre la parole. Oui, je veux bien prendre la parole. Moi, c'était un petit peu sur l'accélération de l'information. Donc, il y a des méthodes de travail qui ont évolué aussi dans les ministères, avec l'arrivée des mails, tout un tas de choses qui ont fait que le temps de l'information s'est beaucoup accéléré. Et moi, ma question, c'est est-ce que ça nourrit le rapport de force plutôt pour les associations ou plutôt pour en tout cas ceux qui sont aux manettes du gouvernement en ce moment. Je ne sais pas si un des invités pourrait réagir sur cette question-là. Merci. Merci. On peut peut-être redonner la parole à Lydie de Toulouse. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. Avant ça, je me permettrai de faire un commentaire parce que le Secours catholique est un acteur majeur quand même avec 70 000 bénévoles, 1000 salariés, qui est né dans le contexte lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 90, l'association change le moteur en cours de vol. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est plus le développement de pouvoir d'agir. Est-ce que ça ne fait pas un peu écho à cette politisation des personnes en précarité? Ça rentre dedans, mais du coup, pour essayer de répondre à la question de Geoffrey, je donnerai juste notre expérience de terrain. Sur la période du confinement, par exemple, on a en effet constaté une accélération des rencontres par audioconférence. Et si on n'avait pas eu cette habitude de se rencontrer auparavant, on aurait été juste dans du suivi et dans la prise d'actes, de décision des pouvoirs publics. Or, on avait déjà cette habitude de s'organiser et de se rencontrer, ce qui a fait qu'on a continué à pouvoir être force de proposition. Sur le volet hébergement, j'entends, c'était là où c'était le plus structuré. Alors que de fait, de l'autre côté alimentaire, on était plus dans de la réaction, c'est-à-dire on nous posait les choses et après on s'organisait pour voir comment on pouvait les mener à bien.
Et donc, le rapport en effet, cette accélération peut jouer sur le rapport de force entre les pouvoirs publics et les associations. Et c'est à nous aussi de saisir le coche, parce que pour le coup, je ne sais pas comment ça se passe au niveau national, mais au niveau local, ils ne sont pas forcément non plus à la pointe de la technologie, et on peut peut-être jouer quelque chose là-dedans. Par contre, en termes de participation ou de réflexion collective pour porter des réponses, ça complique la tâche aux associations, et notamment quand on travaille avec ces collectifs un peu spontanés qui sont moins organisés. Le temps, voilà, de reprendre, de prendre leur parole, leur avis sur les choses qui sont posées, et c'est plus compliqué de le faire quand on est dans un temps très très court. Merci. Je demande de l'aide à mon camarade Martin. Est-ce que... Oui, on peut donner la parole à Claire Gare, qui a pas mal réagi, qui avait une première question au début sur l'évolution des mentalités de l'investissement progressif des élus, principalement au niveau local, si ça changeait quelque chose dans le rapport de force. Claire Gare, si vous voulez peut-être poser votre question. Oui, c'était un peu cette question-là. Est-ce que les associations qui sur les grosses associations deviennent plus prestataires qu'autre chose, sont pas en train d'évoluer au niveau local? Et enfin, je sais pas, moi j'ai mené une recherche-action il y a 2 ans sur le développement social communautaire. C'est une recherche-action nationale sur la France, et le fait de créer des communautés territoires qui prennent les choses en main interpelle les élus et permet après de construire des relations complètement différentes. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'élus qui se posent la question, il y a de plus en plus de mouvements, hein. Il y a la fabrique des territoires, il y a des élus dedans. Et est-ce que, alors moi, ma question, c'est est-ce que là, il n'y a pas quelque chose d'intéressant et qu'il faudrait penser à l'articulation avec le national, parce que ce n'est que du local. Merci. Est-ce que Nicolas Duvaux a des éléments de réponse? Il y a également Claude Périgot qui aimerait bien des éléments de réponse par rapport à sa question. Mais... Ouais, juste un élément, enfin deux éléments très brefs. Le premier, c'est que la question est plus large que pour les associations. Je pense que c'est une question qui concerne aussi les collectivités locales, qui concerne aussi les départements, qui concerne toute l'ingénierie de politique publique, tous les maillons, les métropoles, etc. Parce qu'en réalité, elles sont sous une forte tension, pour certaines d'entre elles en tout cas, parce que l'orientation est quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant d'étatisation, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, alors après on peut être d'accord sur le processus ou pas, mais en tout cas il faut en discuter, et qu'elles ont à la fois plus de responsabilités opérationnelles et parfois moins de manœuvres, moins de marge de manœuvre dans l'élaboration des cadres stratégiques de l'action. Et donc il y a parfois des difficultés à articuler ce qui relève du national et du local. Je prends juste un exemple, c'est pas des associations, mais c'est les départements qui avaient lancé l'expérimentation pour le revenu de base, en disant voilà, il faut pouvoir expérimenter pour la lutte contre le non-recours, pour la revalorisation des minima sociaux, pour tout un ensemble d'éléments. Et donc, ils avaient demandé une expérimentation, la possibilité au gouvernement d'autoriser l'expérimentation. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est bien une politique très descendante qui a été mise en place, et donc, en matière d'insertion. Et donc, il y a vraiment cette articulation, dans quel sens va l'information et dans quel sens va la décision. Et ça, c'est vraiment une question qui n'est pas tranchée, je pense, mais qui est majeure. Et dans toutes les réformes des États sociaux qu'on a pu voir en Suède, aux États-Unis, partout, au Royaume-Uni, ces questions de centralisation, décentralisation de l'organisation sont fondamentales, presque autant que les orientations plus politisées et qui sont plus visibles dans le débat public. Donc voilà, ça c'est le point que je voulais souligner. Il y a une remarque dans le chat sur qu'est-ce que c'est que ce système en fait économique qui maintient des gens dans la pauvreté par millions, qui les y place, et puis qui finalement autorise en même temps des formes d'enrichissement très très rapides et très très fortes. Et là, je crois qu'effectivement, enfin, la question est importante, c'est-à-dire que
elle est à la fois matérielle, elle est à la fois institutionnelle, fiscale notamment, évidemment. Il ne faut jamais oublier l'importance de ces leviers de redistribution, mais elle est aussi dans les représentations, parce que finalement, les instruments qu'on se donne sont aussi le reflet, la traduction de valeurs, et donc c'est pour ça que la question de la responsabilité individuelle dans la réussite, qui mérite d'être récompensée avec une fiscalité pas trop importante, et dans l'échec, à travers des prestations qui ont un côté un peu plus coercitif, en fait, ça fait vraiment partie des éléments qui organisent cette société, qui la structure dans la réalité, enfin qui rendent possible la réalité que vous décrivez. Merci. Je propose de donner la parole à Olivier Legros. Merci, j'ouvre mon micro. Oui, juste une petite réaction, une forme de surprise, parce que, voilà, j'entends bien, je reviens sur la question de la mobilisation, et j'entends bien que ça reste un problème majeur, hein, la mobilisation des gens, et en même temps, quand je regarde les rapports du pouvoir de vivre, quand je regarde les rapports du Secours catholique, on voit bien comment ces propositions qui sont extrêmement construites et fortes sur le plan politique s'appuient sur justement les échanges, mais que je trouve moi exemplaires avec les gens qui se trouvent en situation précaire. Alors je suis surpris parce que d'un côté j'entends que ça participe pas, je le formule comme ça exprès, et de l'autre on a des propositions politiques qui sont très fortes, très balèzes, je veux dire comme je le pense, et qui manifestement s'appuient sur les échanges avec les gens. Voilà, donc je me trouve un peu coincé entre ces deux façons de voir. Alors, est-ce que vous avez un éclairage, je pense à Christophe, à Lydie, mais aussi à Nicolas, à Marion, voilà, sur cette espèce de distorsion, si je peux dire, entre cette difficulté à mobiliser les gens et puis en même temps ces propositions politiques exprimées par les coalitions donc interassociatives et qui justement s'appuient sur des échanges très riches et donc sur la participation des gens. Bien, moi je propose de donner la parole à Christophe Robert et puis à Tommaso Vitale. Plusieurs choses à ce stade du débat, et vraiment ce que vient de dire Olivier Legros me prolonge, enfin, j'aurais prolongé ce point-là. Encore une fois, tout dépend de quoi on parle et du niveau d'intervention aussi. Effectivement, que dans la gouvernance des organisations associatives, par exemple, qui aident les personnes les plus défavorisées, soit intégrée la question des personnes elles-mêmes aidées, qu'elles soient porteuses de la gouvernance, des idées, etc. C'est fondamental, et je crois qu'il y a du retard. On a du retard dans le secteur associatif sur ce point, et les choses sont en train de changer, d'évoluer. C'était dit à bien des égards dans le chat. Alors évidemment, ATD a beaucoup développé cette dimension-là, par définition, même de façon identitaire. C'est en train de se développer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, au fond, de quoi parle-t-on ? Le fait de porter dans le débat public pour établir un rapport de force qui pourrait permettre de gagner des batailles politiques pour protéger ou aider davantage de personnes, on voit bien que, on l'a dit en tout début de cet échange, il faut que le rapport de force ait lieu. Donc, il y a des enjeux aussi de communication, il y a des enjeux de répétition, il y a des enjeux de toucher les bons publics, d'utiliser la numérisation, bref, comme peuvent le faire les uns et les autres quand il y a une campagne électorale. Donc là, on est en train de parler de rapport de force qui, comme Olivier Legros vient de le dire, dont les propositions de ceux qui portent ces discours-là sont le fait de la production des personnes elles-mêmes. L'un n'empêche pas l'autre. Donc il faut impérativement s'assurer que ce ne soit pas des décisions, enfin des propositions qui émanent uniquement de gens dans un univers complètement fermé, par exemple, qui oublieraient les territoires ruraux qui souffrent de pauvreté sous une forme différente que celle que l'on peut connaître dans nos villes, dans nos grandes villes. Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout le même niveau. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que ça soit infusé, cette réalité diverse que connaissent nos compatriotes, nos territoires,
Donc là, il y a une question d'organisation, mais après, le fait de le porter, je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe dans une logique qui consisterait à dire je crois qu'en fait, qu'il faut que les riches portent le combat contre les inégalités, comme les personnes qui ne souffrent pas de problèmes de dépendance portent ce combat, etc. On doit tous porter ces combats pour la dignité humaine. Et bon, je crois qu'il faut qu'on fasse attention. De la même manière, dans les choix des sujets, et Nicolas Duvaux l'a dit très bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Si nous, on bricole de notre côté localement, y compris très très bien organisé, mais qu'on obtient des toutes petites victoires, qui sont des miettes, et que pendant ce temps-là, se creusent des inégalités à coups de dizaines ou de centaines de milliards, parce que des décisions de fiscalité ou de choix budgétaires ne permettraient plus d'avoir des bons hôpitaux, d'avoir un bon enseignement, d'avoir une protection sociale bien couverte, d'avoir ceci, des services de l'ordre, etc., etc., on aura peut-être eu le sentiment de gagner en s'organisant comme il faut, mais on n'aura pas mené la bataille là où il le fallait. Ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, il y a des niveaux d'intervention. Donc, je crois que tout ce que l'on dit là, enfin, de mon point de vue, est juste, mais ne s'oppose pas. C'est-à-dire qu'il y a des éléments d'ordre complémentaires. Et moi, j'ai eu ce sentiment-là, depuis 15 ans que je suis à la Fondation, plutôt dans la logique du plaidoyer, c'est que parfois, quand on obtenait des victoires, un certain nombre de nos interlocuteurs étaient bien contents de lâcher des miettes à un moment pour nous dire « pas comme ça, ils vont rester tranquilles un moment ». Non, il ne faut pas rester tranquille. Et il faut qu'on s'attaque au vrai sujet. Par contre, la manière dont on peut aider les personnes à s'auto-organiser, les accompagner dans la complémentarité, outiller les habitants, par exemple, des quartiers populaires pour qu'ils puissent prendre en main leur destin et que justement, on ne les renvoie pas juste vers la question de la communautarisation, etc. Et c'est essentiel. Et donc, du coup, on est dans la complémentarité. Ça ne s'oppose pas à tout cela, à mon sens. Merci beaucoup. Le temps passe vite. Et je crois qu'à le webinaire, au-delà d'une heure et demie, la capacité de concentration baisse. Il ne s'agit pas de conclure, mais je vais donner la parole à ceux et celles qui le souhaitent, qui sont intervenus. Peut-être on va commencer par Tommaso Vitale de Sciences Po, pour essayer de monter un peu en généralité sur un sujet quand même qui est vaste et complexe. Merci à toutes et à tous. Absolument, je ne veux pas conclure. J'amène ma petite pièce. Première chose, je pense que peut-être on baisse la voix, peut-être on le dit de façon un peu latérale, mais il y a un grand absent dans cette réflexion, dans notre façon de parler. Et cette absence, c'est le parti politique. En tout cas, personne n'a nommé les partis politiques. Il y a les institutions, les élus, les représentants, les citoyens, les associations. On fait un peu le constat que le dialogue avec le système partisan dans la médiation des instances est très, très faible, voire très à côté. Donc, là, il y a quelque chose. Bien évidemment, les partis politiques ne sont pas la seule modalité de participer, ce n'est pas la seule modalité de politiser. Bien évidemment, leur absence, c'est aussi une petite pièce à prendre en considération dans notre réflexion. La deuxième chose que je voulais dire qui est important, car plusieurs personnes l'ont dit, moi je l'ai dit d'une façon un peu plus nette, c'est la question du modèle économique associatif et des possibilités d'autonomie. Tout le monde l'a dit, c'est très important. Moi je dirais, j'ajoute ça en termes comparatifs, si on regarde la capacité politique de plaidoyer associative en France par rapport à d'autres pays, on trouve que le modèle associatif français a un peu coupé par rapport au modèle de lien fort association coopérative, association mutualisme. Il y a l'économie sociale et solidaire, ça marche, mais c'est très loin par rapport au modèle de auto-organisation populaire. Et voilà, donc là, la question du modèle économique et de la forte distance
entre participation, mutualisme et conflit, c'est très spécifique à la France. Je pense qu'Arnaud l'a dit très bien, je voulais le souligner à nouveau. Et pour terminer mon dernier point, moi je pense qu'une des choses sur lesquelles on doit être un peu attentif, c'est certaines ambiguïtés. Il y a aussi le contraire de certains mouvements. C'est sûr qu'en Amérique latine, Amérique du Nord, il y a des formes très politisées d'auto-organisation populaire qui sont capables de monter d'échelle, de se coordonner et donc de relier le lien entre enjeux stratégiques nationaux, notamment par rapport à la fiscalité, et bataille locale. C'est clair que ce lien est un peu difficile en ce moment en France, où les formes d'auto-organisation locale s'occupent du local et des grandes associations nationales s'occupent du national, et que sur certaines batailles stratégiques, c'est difficile de amener la mobilisation de ceux qui sont engagés à partir de leur territoire, mais vers des enjeux nationaux stratégiques. Donc, on peut apprendre d'autres pays, et notamment de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord. Mais il faut aussi apprendre des faillites des autres pays. Car tout ce qu'est la sociologie, non, pas tout ce que, mais ce qu'est la sociologie des associations nous disent sur les États-Unis, mais aussi un peu de l'Amérique latine, c'est diminishing democracy, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'associations qui perdent ce côté participatif et qui rentrent sur un côté de maximisation de la participation minimale. Donc, on doit être très attentif à voir qu'il y a, comment dire, des difficultés réelles aussi dans le pays où l'articulation des mobilisations locales nationales était plus forte. Et donc, je pense que voilà, cette question de se mettre un peu à l'écoute et à l'école pour apprendre comment transformer des mobilisations, des causes sociales, locales, dans un patrimoine, comme disait Olivier Legros, de propositions fortes, mais sans perdre, comment dire, la présence et le cadrage stratégique de ceux qui sont engagés à niveau local. Je pense qu'il faut étudier, il faut se mettre à l'école, il faut aider l'auto-organisation, comme disait Christophe Robert, ça doit être soutenu, supporté. Dans les autres pays, la question de la transformation des énergies sociales locales en énergie politique, en combat stratégique vers la fiscalité est plus claire. On le dit, ça fait problème et donc on veut y aller. Merci beaucoup. Le temps passe vite. Je vais juste dire un petit mot en guise de conclusion. C'est que donc ce webinaire se situe comme dans la continuité d'un colloque international qui a eu lieu à Sciences Po en juillet 2019, ensuite d'un dossier qui a été publié dans la revue Projet en juin dernier. Nous avons donc réalisé 3 webinaires. On vous a donné le lien. Dans la mesure du possible, on essaye ensuite de publier des articles dans notre revue ou dans nos réseaux respectifs ou sur notre newsletter. À ce sujet, on va vous donner le lien vers un article de synthèse d'Olivier Legros à la suite du second webinaire. Prochainement, il y aura un papier aussi de Cyprien Avenel à la suite du dernier webinaire sur justement la réforme territoriale, la lutte contre la pauvreté. Donc voilà, là on a un premier cycle, un premier travail. On souhaiterait poursuivre, peut-être engager un second cycle. Nous avons des idées à notre niveau, on a un petit groupe à travailler. On pensait notamment dans ce contexte comment on va financer la lutte contre la pauvreté. On pourrait revenir aussi sur la transition écologique, sur l'insertion économique. Enfin, les idées ne manquent pas. Mais le webinaire va vous donner un lien mail. Si vous avez des suggestions, des attentes à votre niveau, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, remarques, envies, voire si vous voulez faire un papier, on peut envisager un retour d'expérience, c'est ouvert. Donc, Martin vous donne le lien, un mail. N'hésitez pas à nous faire des propositions. On va se dire dans les 10-15 jours à venir. Et nous, de notre côté, en décembre, on va y réfléchir. Et idéalement, je pense, étant donné le contexte actuel, ce serait peut-être intéressant d'envisager une nouvelle série de webinaires début 2021
mais aussi en les accompagnant à nouveau de papier, parce que c'est pas l'un ou l'autre, il faut conjuguer ces deux registres. En tout cas, merci infiniment aux intervenants. Merci aussi à vous d'avoir été fidèles à ce 3e webinaire. Merci particulier à Sciences Po qui nous a permis d'avoir ce webinaire, mais aussi aux représentants des universités de Tours, Lille. Et nous vous souhaitons une très, très bonne soirée. Merci, à bientôt.